On est de retour avec vous. Normalement, vous devez avoir maintenant du son. Est-ce que je vais demander à la régie technique pour savoir si on a du son? Normalement, on est revenu en direct. Est-ce que vous avez du son ou pas? Oui. Donc, on a du son sur Twitch. C'est tout bon. Toutes nos excuses pour cette première. Forcément, il fallait qu'on ait un petit plantage. Je crois qu'on l'avait fait aussi à l'occasion d'un premier talk. Ravi de vous retrouver. On va afficher le programme tout de suite, puisque vous n'avez pas pu l'entendre tout à l'heure, je pense, le programme. Alors, le programme, très rapidement, parce qu'on a déjà pris du retard, on avait promis de ne pas dépasser les horaires. Un peu sur le Tour de France qui sera lancé par Mariam, que l'on retrouvera toutes les semaines dans Talkiji, qui va sillonner la France tout au long de l'été pour partir à la découverte de l'information jeunesse et rencontrer des jeunes où qu'ils soient en France. On aura Léo qui sera l'invité de ce Talkiji numéro 7, Talkiji numéro 7 qui accueille un champion du monde de ski freeride en 2017, et on parlera montagne au cœur de l'été avec Léo. On aura ensuite le coup de cœur de Mamadi, coup de cœur ciné de Mamadi pour le film Tout simplement noir. On croquera l'actu avec Shan qui nous parlera de son illustration. On fera un petit jeu avec moi que j'ai préparé pour vous et pour les chroniqueurs. Ensuite, la chronique du geek cette semaine, ce sera Cécile. Cécile qui sera notre geekette en fait, plutôt, qui parlera de The Last of Us 2, et mon anglais ne s'est pas amélioré. On aura Rosen pour la chronique Q comme sexualité. Et puis, on accueillera aussi Azurite pour clôturer en musique ce numéro de Talkiji. Et sans plus tarder, on va passer la parole à Mariam pour le Tour de France, après le petit jingle. Alors, le Tour de France avec Mariam. Mariam, bonjour. Bonjour. On va te retrouver chaque semaine. Et donc là, tu es où en ce moment? Là, je suis chez moi à Orléans. Tu es chez toi à Orléans. Tu te Ouais, prépares, tu prépares ta valise en fait. C'est ça? c'est Et après, exactement tu ça. pars sillonner les routes de France en fait. Voilà. Alors, c'est quoi ton programme? Qu'est-ce que tu vas faire cet été dans le cadre de Talkiji? Alors, du coup, cet été, ce qui est prévu, c'est qu'on va aller dans quelques villes de France. Je ne sais pas si je peux vous les donner ou pas. Vas-y, tu peux y aller. Donc, du coup, on va commencer par Orléans. Ensuite, on va faire un petit tour du côté de Nantes. Et ensuite, on va aller à Strasbourg. Et après, c'est encore en train de se décider où on va aller. D'accord, donc un grand tour de France à la rencontre des jeunes, des Voilà. pastilles vidéo que vous allez réaliser en rencontrant des professionnels de l'information jeunesse, en rencontrant des jeunes via des micro-trottoirs, c'est ça le programme en fait. Exactement, il y a des micro-trottoirs de prévus, il y a des rencontres avec des intervenants et des associations aussi, mais il y a aussi des activités de prévues pour donner un petit côté un petit peu plus fun à tout ça. D'accord. Alors, donc on te retrouvera dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu tournes sur Orléans. Donc de toute façon, on te retrouvera en fait depuis chez toi ou peut-être pas, hein. On aura peut-être des surprises. Peut-être que tu ne seras pas chez toi, tu seras quelque part à Orléans. Bah, je sais pas où je serai dans la France. Tu ne sais pas où tu seras dans la France. Voilà, Ok, alors c'est la surprise. On va suivre ton Tour de France tout l'été dans les 10 numéros de Talkiji qui vont se poursuivre tout au long de l'été. On sera présent jusqu'au 17 septembre avec vous tous les jeudis soirs à 18h30, donc sur Facebook, sur Twitch et sur YouTube en direct. Mariam, on te remercie. On te dit déjà à la semaine prochaine voilà, c'est ça. Merci à pour vous. ta première pastille vidéo. Merci de nous avoir fait un petit coucou au passage.
Et puis, on va passer à l'invité de la semaine. Ok. Et notre invité cette semaine, c'est Léo Slémet. Alors, je vais te présenter, Léo, mais je vais te laisser même te représenter. Donc, si je me trompe, tu me le dis. Hein. Tu as 27 ans, tu es de Chamonix. En ce moment, tu es à Chamonix. Exactement. À l'heure où tout le monde est à la plage, toi, tu es à la montagne. Tu es skieur professionnel et en freeride. Et tu vas nous expliquer, je pense aussi, ce qu'est le freeride. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot du freeride ou pas? Écoute, salut Romain, bonjour toute l'équipe. Oui, du coup, je suis chez moi, là où j'ai grandi et là où j'ai commencé le freeride. Le freeride, c'est une vision du ski qui laisse un peu place à toute l'imagination possible, car le concept d'une compétition de freeride, c'est une face donnée à un ensemble de compétiteurs sur laquelle ils vont devoir s'exprimer pour se départager et inspirer de la meilleure façon qui soit les juges pour obtenir la meilleure note. Donc ça, c'est dans le cadre de la compétition, mais le freeride se fait aussi en amateur, juste pour le plaisir de quelques beaux virages en poudreuse ou l'aventure dans une nouvelle montagne. Voilà, donc ça laisse libre cours à pas mal d'imagination et surtout beaucoup de plaisir. Ok, alors moi, juste pour dresser aussi ton parcours, hein, j'ai quelques infos. Donc en 2012, tu as intégré les qualifications pour le Freeride World Tour. C'est ça. Donc phase qualificative. C'est le monde des très grands, en fait. C'est un peu la mecque du ski freeride. Très jeune, tu avais 19 ans, si mes calculs sont bons. Et effectivement, avant que le Tour Junior vienne se mettre en place, avant qu'un circuit junior vienne se mettre en place, les concurrents venaient se présenter sur le Freeride World Qualifier, qui est l'antichambre du Freeride World Tour, le Freeride World Tour qui est le championnat du monde élite. Mais pour se qualifier sur ce World Tour, tous les coureurs passent par l'antichambre, qui est le Freeride World Qualifier, pour marquer des points, pour engranger de l'expérience et pour aussi se faire la main avant de prétendre, on va dire, à la cour des grands. Et la cour des grands, tu l'as fréquenté très vite. Et en 2017, tu es devenu le plus grand puisque tu as remporté le Freeride World Tour, ce qui fait de toi le champion du monde de la discipline. Oui, C'était le but ultime pour toi ou... C'est vrai que je pense que dans chaque carrière est nourrie par un rêve ou un objectif. Le mien était dans un premier temps de rejoindre le Freeride World Tour, ce qui s'est fait assez vite car à l'époque, du coup, j'ai été le plus jeune à intégrer ce tour élite depuis la création de ce championnat. Puis, s'en est suivi quelques années avec des hauts, des bas, des résultats satisfaisants, d'autres moins. Mais toute cette expérience a permis gentiment en 2017 d'arriver à un de mes objectifs qui était notamment de gagner le championnat du monde. Du coup, c'était un premier titre pour moi. Ouais. Et donc, quand même, en 2020, là, juste avant le confinement, en fait, tu as remporté une étape à Andorre, il me semble, au mois de mars. Oui, ben, du coup, c'est vrai que je dirais que j'ai un peu sauvé ma saison grâce à cette dernière compétition, puisqu'il s'est avéré que j'étais blessé sur le début de saison et je me suis offert un retour gagnant en Andorre, du coup, début mars, avant qu'on soit tous confinés. Et c'est vrai que ça m'a permis de, moi, remettre un pied à l'étrier avec pas mal de confiance et c'était plutôt agréable de rejoindre le haut du podium. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble le ski freeride, on va vous mettre une petite vidéo de ce que Léo sait faire. Alors, c'est une courte vidéo de 30 secondes. On va vous mettre ces images pour vous faire un peu une idée de ce qu'est le ski freeride.
Et donc, si vous nous regardez à la plage, je pense que la vidéo est un petit peu rafraîchissante. De voir autant de neige, c'est spectaculaire, forcément. Et ça va amener plein de questions. Moi, la première, c'est comment on en vient à faire du ski freeride? Alors, tu l'as dit, tu es un enfant de la montagne, tu es à Chamonix. De base, je pense qu'on fait du ski. Oui, ben, complètement. J'ai eu la chance d'être bercé au pied du Mont Blanc. Et de ce fait, j'ai mes parents qui m'ont mis assez tôt sur les skis dès l'âge de 3 ans. Après, l'objectif n'était pas de faire de moi un concurrent du freeride ou un champion du monde. Je pense que l'objectif était de transmettre aussi un peu de leur passion et leur amour pour la montagne. Et il s'est avéré que j'ai plutôt bien accroché. Fait dans un premier temps beaucoup de ski alpin, puis du ski freeride, pour ensuite finir par m'exprimer pleinement dans le ski freeride et les compétitions. Et du coup, je suis arrivé vraiment dans ce milieu assez vers l'âge de 16 ans, sous l'influence un peu de mon entraîneur que j'avais en freestyle, qui lui m'avait pas mal accompagné et donné le goût à aller m'exprimer dans des terrains un peu plus divers et variés, on va dire, et hors des sentiers battus, parce que c'est vrai que la particularité du freeride, c'est que c'est pas du tout un milieu aseptisé. C'est à nous de composer avec la montagne. On n'a pas de piste préparée ou de départ ou de chemin imposé. C'est vraiment nous qui décidons d'aller évoluer là où on se sent le mieux et là où on voit notre ski le plus beau possible. Donc, voilà, c'est un peu sous l'influence de mon entraîneur que je me suis essayé à ces compétitions et il s'est avéré que avec les bagages que j'avais pu avoir avant entre le ski alpin et le ski freestyle, j'ai pu m'exprimer pleinement dans ce terrain de jeu. Alors justement, ce terrain de jeu, il y a de la préparation. Je pense que si les gens tapent Léo Slémet, ils vont pouvoir trouver plein de vidéos de toi. On voit qu'une infime partie, parce que moi j'ai regardé quelques vidéos où je te vois crapahuter dans la montagne. Alors un mélange de vélo, de ski de rando, d'alpinisme. C'est quoi la préparation avant un run? Il y a combien de repérages? Comment ça se passe? Enfin, je suppose que tu n'arrives pas en haut de la montagne et tu te dis je descends comme ça. Enfin, C'est la préparation d'un run en compétition est un peu différente de celle d'une sortie de la vie de tous les jours que je peux avoir à Chamonix ou d'un itinéraire que je souhaite réaliser en montagne. En compétition, c'est une phase donnée, une montagne, avec les limites imposées autour. Et sur cette montagne, à l'aide de nos jumelles, on va devoir décider d'une ligne dans laquelle on va pouvoir le mieux s'exprimer. Et on imagine cette ligne avec en tête 5 critères de jugement sur lesquels notre ski va être jugé et regardé par un panel de personnes. Et ces critères sont la fluidité, la technicité, l'engagement, les figures aériennes et une note et une appréciation d'ensemble de ressenti. Et à partir de ces 5 critères, nous, on dessine une ligne dans la montagne à travers laquelle on va pouvoir le mieux exprimer notre ski et se démarquer des autres. Ensuite, à Chamonix, c'est un peu différent. Oui, on crapahute, on grimpe, on a des marges d'approche, on part la nuit à 2h30 du matin pour jouer avec les conditions et tout en essayant de réaliser des itinéraires dans on va dire, avec le plus de sérénité possible, en essayant de s'exposer le moins possible pour arriver à nos fins et faire quelque chose qui nous anime, qui est un nouvel itinéraire en montagne, une nouvelle descente, une ascension. C'est un ensemble de choses qui fait qu'on n'arrête jamais de jouer. alors tu joues, mais tu as quand même cette notion de s'exposer. Oui. S'exposer, c'est chuter, enfin, on est sur un terrain de jeu qui est quand même dangereux. Est-ce que par moment, il y a forcément de l'adrénaline et je suppose que c'est ce qui te porte, mais est-ce qu'il y a des moments où tu as peur aussi? Comment tu gères le stress? Parce que enfin, je pense qu'on ne s'imagine pas, mais des pentes à 50, 60 degrés, c'est le vide en fait, quasiment, enfin, quand tu pars. Oui, non, c'est sûr que en compétition, on est dans un cadre encadré qui fait que on se soucie moins de ce genre de détails, malgré qu'il y a des endroits où on ne souhaite pas chuter, car il y a certaines issues qui sont les cailloux, des arbres ou autre chose qui peuvent quand même coûter de lourdes blessures.
Après, en montagne, quand on va se balader, quand on part avec un groupe d'amis ou des collègues de la discipline, c'est un milieu qui n'est pas du tout aseptisé, pas du tout encadré. Et là, on est vraiment maître de toutes les décisions qu'on va prendre. Et chaque décision se prend en toute âme et conscience, en prenant en considération principalement les éléments de l'environnement qu'il y a autour de nous. Donc, ces éléments, c'est les chutes de pierre, les avalanches, la glace, le changement de neige, comment évolue le soleil dans la journée. Et en fait, on essaye de répondre à un maximum de questions pour se préserver le plus possible, malgré qu'il y aura toujours des inconnus qui feront partie de la pratique. Mais dans notre cas, on essaye de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible pour pouvoir évoluer de façon sereine. Ça t'est déjà arrivé de faire demi-tour, de monter et puis de te dire: «Non, là, je le sens pas, finalement, je redescends, autrement» ou? Oui, complètement. Je pense que ben, pas plus tard qu'hier, c'est pas dans le cadre du ski, mais dans le cadre d'une activité que je fais l'été, du parapente, on est redescendu à pied et je pense qu'il y a pas de. Je pense que faire demi-tour n'est jamais une mauvaise décision, même quand les conditions auraient pu le permettre. C'est ouais, c'est composé avec l'environnement, avec soi, notre façon, notre ressenti du moment, de l'instant. Et je pense que faire demi-tour a rien de, comme on dit, c'est une preuve de maturité, comme d'autres peuvent dire. Alors tu fais quoi toi cet été du coup? C'est quoi le programme de Léo en ce moment, cet été? Et puis, j'avais une question Cécile, tu peux prendre la parole, hein, Cécile aussi. Qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement, toi? Et qu'est-ce que tu fais là cet été en fait? Je suppose que le confinement, il a mangé une grosse partie de ta saison? C'est sûr que le confinement a été, on va dire, une bonne surprise. Cependant, c'était la même chose pour tout le monde. On n'avait pas un traitement exclusif à la montagne, on n'était pas privilégié. On a eu le droit au même régime que l'ensemble des personnes. Et pour moi, ça a été pas facile au début, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on a toujours envie d'aller dehors, surtout moi qui suis vraiment amoureux de la nature. Et là, il s'est avéré qu'on était un peu cloisonné chez soi. Mais j'ai continué à m'entraîner, puisqu'on avait pour objectif une expédition au Népal en septembre prochain. Du coup, j'ai continué à m'entraîner, à m'entretenir physiquement. Puis après, ben, j'ai pris du temps pour moi, pour faire autre chose, pour profiter de mon entourage, pour les quelques personnes qui étaient autour. J'ai acheté 3 poules, je me suis occupé de faire un poulailler, 3 poules. Puis voilà, on revient à des valeurs un peu plus essentielles, peut-être un peu plus saines. Et ouais, je vois plein de côtés positifs de ce confinement. Je dirais sur le plan humain. Après, le plan économique, c'est autre chose. Mais sur le plan humain, je vois plein de bons côtés. Et puis ben, après, voilà. Nous, c'est une compétition c'est la finale du championnat qui a été annulée. Mais je pense que tout le monde a dû faire des concessions Donc du coup, tu as des œufs maintenant, le matin, tous les matins. c'est le truc. Et justement, toi, c'est ton métier. À quel Oui. moment tu as senti, que ça allait devenir ton métier, de faire du ski freeride? Est-ce que c'est la compétition, qui te rémunère? Ou est-ce que c'est des contrats, d'images peut-être avec des sponsors, avec, des vidéos que tu peux sortir? Parce qu'on voit quand même pas mal aussi de vidéos de sport extrême à droite, à gauche. Est-ce que ça, c'est juste pour de la notoriété ou est-ce que c'est, financé? Enfin, voilà. Je dirais qu'entre l'objectif et la réalisation de celui-ci, il y a pas mal de choses qui se passent autour. Mais je me suis jamais dit que j'arriverais à mes fins en ski. Du coup, il s'est avéré que j'ai fait aussi un cursus scolaire à un côté. C'était aussi le contrat avec mes parents. Mais aujourd'hui, je vis principalement des sponsors sur un engagement par rapport aux compétitions, mais aussi sur la réalisation de projets et d'images qu'on met à disposition pour qu'eux puissent communiquer sur leurs produits, sur la qualité de leurs produits et sur un peu l'ADN de marque qu'ils peuvent avoir.
Et les compétitions, c'est un plus à côté, mais les compétitions, ça rapporte que quand on les gagne. Du coup, ça reste, ça reste un pari un peu osé. Donc, on essaye de développer d'autres choses à côté, qui est l'image en partie, d'autres projets. Et c'est un juste équilibre qui permet de jouer sur différents tableaux et de vivre à l'année. Parce que juste la compétition, ça serait compliqué. On n'est pas une discipline fédérale. On est une discipline indépendante qui vit que grâce à des entreprises privées et notamment et donc des sponsors. Alors, il y a une rubrique qui va, je le sens, devenir culte. C'est que chaque invité aura la question de chaton. Léo, tu vas être le premier à te soumettre aux questions de chaton. On va lancer la petite vidéo de chaton qui a une question pour toi. Allez, j'attends. Je t'avais dit, pas de croquettes au saumon, je suis allergique, ok? Salut tout le monde, bonjour, bonjour. Moi, c'est Chaton et on est en juillet et il fait 30 degrés. Donc, on va parler de ski. Voilà, la semaine prochaine, on fait un tuto sur comment bien dégivrer sa voiture. LOL. Bon, alors heureusement, Chaton, il est là pour les questions estivales. Alors bon, je voudrais te remercier Léo d'être venu pour la première édition estivale du Talk IJ. Merci en tout cas. Et j'ai une question pour toi. Je voulais savoir si tu aimais le ski nautique. Méga lol. Voilà. Merci pour ta réponse et on se voit pour la raclette d'après émission. Ah ouais, au fait, petit message à Siegfried, ok? Tu sais ce qu'il te dit mon accent? Bon, allez, tchuss, je vais aller bouffer mes croquettes moi. Alors, perdu Léo. Non, il est revenu à l'image. Alors, Chaton qui nous demande si tu pratiques le ski nautique, tout simplement. Parce qu'il s'interrogeait forcément sur pourquoi parler de ski en plein été. Donc lui, il voulait savoir pourquoi. Pourquoi non, je reste. J'aime bien aller à l'océan. Je crois que je suis quand même un mordu de glisse en général. Mais pas de ski nautique. Je vais à l'océan pour faire un peu de surf à l'automne plus souvent. Et j'ai découvert le wakeboard derrière un bateau, mais j'ai jamais essayé le ski nautique. Peut-être à mettre sur la to-do list à l'avenir. On va pas mourir bête, hein, comme on dit. Alors, l'avenir, justement, c'est quoi l'avenir de Léo après sa carrière de freerider professionnel? Est-ce que ça déjà, tu disais que tu avais fait un cursus scolaire en complément, mais est-ce que tu as des projets déjà, des choses que tu aimerais faire? Devenir Ouais. coach, je ne sais Et, pas. non, c'est vrai on a envie de partager ce que l'on a pu engranger pendant notre carrière. Donc oui, il y a certainement un projet de structure ou de reprise pour transmettre tout ce savoir. Mais au-delà de ça, je pense que j'ai toujours besoin de quelque chose pour nourrir mes projets aujourd'hui et peut-être me challenger un peu. Je pense qu'on retrouve par là un peu de l'esprit de compétition et surtout de l'exigence avec soi-même. Et je me suis mis encore comme objectif aujourd'hui d'aller chercher la formation de guide qui, elle, demande une liste de courses en montagne assez exigeante à un certain niveau en montagne, en escalade, en ski, etc. pour peut-être être en mesure encore de partager ma passion, je pense, pour la montagne à encore un plus haut niveau et moi me donner le maximum de chances de m'épanouir encore dans ce milieu encore longtemps. Alors moi, je vais me tourner vers la régie. Est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées, des remarques ou pas? Sinon, est-ce que parmi les chroniqueurs, certains ont des questions à poser à Léo? Parce que le temps de l'entretien va bientôt se terminer. Moi, j'ai une question de conclusion, éventuellement. Je vois qu'on Parmi les demande chroniqueurs, il y a des gens qui auraient des questions. je vois sur le chat qui nous demande si on utilise des drones pour le repérage. Et effectivement, on nous met à des dispositions sur certaines faces où la visibilité peut être réduite, des images de drone en complément de ce qu'on peut voir à la jumelle. Faut, D'accord.
pour pouvoir encore pousser notre ski à un plus haut niveau dans la démarche. Voilà. Et moi, j'avais une autre question, parce que toi, tu pratiques la montagne depuis des années. Est-ce que il y a un impact écologique que tu peux ressentir? On parle de réchauffement. Est-ce que tu es obligé de monter de plus en plus haut pour aller skier, chercher de la neige? Est-ce que tes conditions de glisse, elles ont évolué? Enfin, est-ce que pour toi, ça a un impact ou pas aujourd'hui? Complètement, et je pense qu'on est malheureusement, on est les premiers spectateurs de cet impact et du réchauffement climatique qui est à Chamonix, parce qu'on voit des glaciers qui reculent d'année en année, on voit des saisons de plus en plus courtes, avec des températures de plus en plus chaudes. C'est dur dans un sens parce qu'on a du mal à imaginer à 20 ans comment commencera la montagne, etc. Mais on est aussi acteur de ces activités, etc. Du coup, je pense qu'on essaie, nous, à notre échelle, de s'engager, de faire des gestes au quotidien. Je pense il est difficile, en tout cas, par exemple, pour ma part, quand je me déplace pour des compétitions, derrière de sermonner les gens ou donner des leçons. Par contre, à mon échelle, pour moi, sans chercher le bravo des autres, je fais ce que je peux avec un peu de tri tous les jours. On essaye de réduire les emballages et je pense que c'est plein de petites choses qui sont multipliées par plein de petites personnes qui peuvent avoir un réel impact. Mais oui, aujourd'hui, malheureusement, les glaciers fondent et à une vitesse assez impressionnante. Donc, clairement, si on veut continuer à avoir des images de toi skier ou dans quelques années, voir tes successeurs skier et freerider, il va forcément aussi falloir s'interroger sur ces questions-là. Et tous, et nous les premiers, sur notre façon de faire, notre façon de pratiquer, parce que le matériel, tout ce qu'on a vient aussi de l'étranger. On n'est pas en train de créer notre propre matériel pour aller en montagne, etc. Donc je pense que d'une manière générale, c'est à nous les premiers de faire des efforts à ce niveau-là pour éventuellement donner un avenir à notre discipline et à la pratique de la montagne dans des conditions les plus propres possibles. Bah, Léo, un grand merci à toi d'avoir été notre premier invité. C'était mon Non, mais premier champion du monde en interview. Merci en tout cas de ta disponibilité, d'avoir répondu. Si tu veux rester avec nous, tu es le bienvenu pour la suite. Et si le devoir t'appelle, bah, écoute, voilà. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Léo Slemet sur Instagram et sur Facebook, je crois que c'est Léo Slemet Ski. oui, On peut retrouver un petit peu ton actualité, quelques vidéos que tu peux tourner. complètement. Ah. Non, mais pour les quelques minutes que vous m'avez accordées, et à bientôt à Chamonix. Ah bah écoute, à l'occasion, je viendrai pas skier avec toi, mon niveau me le permettrait pas. On boit des cafés aussi des fois. Comment? Ok, eh ben, moi le café ça me va bien. Et la piste bleue ça me va. Après. Super. À bientôt. Merci Léo, un grand merci, à bientôt. Salut. Merci Léo. Merci. Ciao. Et on va passer sans transition, ou presque avec une petite transition quand même, au coup de cœur de Mamadi, juste après le petit jingle. Et Mamadi, tu vas nous parler de tout simplement Noir, le film. Et là, je te laisse la main pour ton premier coup de cœur. Merci. Je n'ai pas choisi la facilité sous prétexte que je suis noir de couleur, noir de peau, comme disait d'ailleurs Claude Nougaro.
Donc tout simplement noir, effectivement, c'est ma première sortie cinéma. Pour tout vous dire, j'étais pas très chaud au départ lorsque j'ai vu la bande-annonce de ce film il y a quelques semaines. Je pensais que c'était un peu lourdingue, ou même qu'à la bande-annonce, on avait vu tout le film. Donc je me suis laissé porter jusqu'à la salle, en mode déconfiné. C'est la première fois, depuis le confinement d'ailleurs, que j'allais au cinéma. Et je n'ai pas été déçu. Et je vais vous dire pourquoi. Je vous fais tout de suite le pitch. Bon, c'est un film de Jean-Pascal Zadi, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est rappeur, humoriste, chroniqueur. Donc c'est un artiste aux multiples facettes. Et c'est son premier film qu'il co-signe avec John Wax. Et donc je suis sorti de la salle emballé parce que ce film est tout simplement jubilatoire et engagé. Il parle bien entendu de l'antiracisme, comme le précise le titre, mais pas que. Au départ, ce film est censé s'interroger sur la place des Noirs dans la société, tout en donnant un coup de pied aussi dans la fourmilière du communautarisme. Donc le pitch, j'en viens là-dessus. JP, qui est un acteur raté d'une quarantaine d'années, a pour ambition d'organiser la première grosse marche de contestation noire en France. Mais ces rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de sa propre communauté et le soutien intéressé qu'il reçoit de l'humoriste Fari, le font osciller entre envie d'être sur le devant de la scène et véritable engagement militant. Bon, le film il est tourné comme un faux documentaire. Voilà. Il y a une caméra qui le suit pendant tout le film, donc on est quand même témoin de son parcours, et puis parfois il nous interpelle par la voix de la caméra. D'ailleurs, sur la première scène, il est en direct parce qu'il raconte justement le pourquoi il a envie d'organiser cette manifestation, ce rassemblement pour la cause des Noirs. Comme j'ai précisé, c'est un acteur raté, mais il est également sous-employé. Voilà. Donc il part du constat aussi que les Noirs sont peu ou quasiment pas représentés dans la sphère médiatico-politique, voire culturelle. D'ailleurs, le film démarre fort. Il lance cet appel. Promis, je ne vais pas spoiler le film. Voilà, il pousse un cri du cœur, un cri de colère pour dire on n'est nulle part, nous les Noirs, pas au cinéma, on n'est pas dans la politique. Voilà, on est impossible d'exister, mais où va le monde, que faire pour qu'on puisse exister. Et en même temps, dans le même moment, en fait, il y a sa femme qui est blanche, donc c'est une précision importante, lui ordonne voilà, de faire des tâches ménagères, donc c'est assez cocasse, puisqu'en même temps, il fait rapport il parle de l'abolition de l'esclavage. Donc, le temps est donné. Mais malgré tout cela, en fait, il n'est pas freiné dans son envie, il se laisse vraiment porter par cette cause, parce qu'il a vraiment envie de mettre en lumière ce combat. Et pour ce faire, il décide d'aller à la rencontre de personnalités noires influentes, de tous horizons et de tous bords. Et d'ailleurs, ce film-là, il y a pas mal d'artistes, pas que des artistes, d'ailleurs, qui jouent leur propre rôle. Je vais en citer quelques-uns, puisqu'on les voit dans la bande-annonce. J'ai parlé de Fari, mais il y a notamment Joe Star, Lucien Jean-Baptiste, Fabrice Eboué, Claudia Tagbo, Éric Judor aussi, Fadili Camara, donc pour ne citer que. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au fil de ces rencontres, il se heurte à des obstacles, puisque ça le ramène à ses propres contradictions. Déjà, ce sont tous des Noirs, mais ils ne sont pas tous africains. Au départ, il part pour un combat très afrocentré, mais s'aperçoit rapidement que les Noirs d'Antilles n'ont pas le même discours que qu'un Noir de l'Inde, et que même dans la propre communauté africaine, voilà, il y a pas mal de contradictions entre eux sur le rapport à l'identité et puis comment définir la négritude, parce que c'est aussi une des thématiques du film. Pour autant, il continue à essayer de se battre, à essayer de mettre tout le monde d'accord, à rallier un maximum de monde pour sa cause. Il choisit bien entendu des personnalités pour qu'elles donnent un coup médiatique, un gros coup de projecteur sur son combat. Et voilà, donc ça amène quand même des situations assez hilarantes, des situations cocasses, parfois quelques moments de tension, mais ce n'est jamais lourd. Vraiment, c'est jamais lourd. Et pendant, le film dure 1h30, Jean-Pascal Zadi navigue entre subtilité, comédie burlesque et œuvre militante aussi, pour pointer du doigt aussi bien l'intolérance, quelles que soient les communautés, les préjugés, mais également les discours haineux et opportunistes qu'on peut entendre dans certaines communautés, lorsqu'elles sont justement auto-centrées, centrées sur elles-mêmes. Donc ça, c'est fait de manière assez subtile. Voilà, il ne prend pas de gants. Le film, je le trouve assez politiquement correct pour aborder ces thématiques, et c'est réussi. Et une autre thématique aussi du film que j'ai trouvé importante, c'est la question de la transmission.
comme j'ai précisé, sa femme étant blanche, il a un fils métis. Donc, c'est comment transmettre à son fils voilà, ce que son propre père lui a transmis et puis qu'est-ce que son fils peut en faire. Et puis la position de son fils, est-ce que son fils se sent noir? Est-ce qu'il se sent blanc? Est-ce qu'il se sent métis? Tout ça sont des questions assez intéressantes. Et au sortir du film, effectivement, on peut ne pas penser au mouvement Black Lives Matter. Voilà, il y a eu beaucoup de manifestations ces derniers temps qu'on a suivies de près ou de loin, en tout cas, qui ont marqué le mois de juin. Il faut savoir que ce film a été quand même tourné en 2018, 2019. Donc, effectivement, il n'avait rien prémédité. Mais on ressent quand même cette résonance en sortant de la salle, effectivement, cette résonance forte avec l'actualité, même si ce n'était pas le propos premier du film. L'idée, c'est vraiment de se dire bien quelle place on a en France, mais quelle que soit la communauté. Effectivement, il parle au début du combat des Noirs, mais c'est un combat qui peut toucher tout le monde. Et d'ailleurs, j'étais vraiment touché aussi par le personnage, par ses fragilités, par ses maladresses, par sa naïveté. Effectivement, on ressent beaucoup de tendresse pour lui. Et pour finir, effectivement, c'est la question d'identité et puis la sempiternelle question autour du vivre ensemble. Est-ce qu'on est capable de vivre ensemble, quelle que soit la communauté, nos origines et puis voilà, d'où nous venons. Donc c'est un film que je vous conseille fortement. Pour moi, ce sera sans doute la comédie de l'été. On verra dans quelques mois si ce sera la comédie de l'année. En tout cas, Paris réussi pour Jean-Pascal Zadi. Tout simplement noir, parce que noir n'est pas un gros mot. Merci, Mam. Et donc, si vous voulez rire et réfléchir en même temps, vous pouvez vous ruer dans les salles de cinéma pour aller voir Tout simplement noir. En tout cas, c'était le coup de cœur de Mamadi pour cette semaine. Et puis, bah, aussi, JP Zadi veut passer par Tolkiji, il sera aussi le bienvenu. Voilà. On a des appointances normandes avec lui. Et puis, on va passer à Shan après le petit jingle qui nous croque l'actu. Le jingle qui va arriver dans un petit moment. Et donc, Shan, toi, chaque semaine, tu vas nous croquer l'actu. Juste avant d'afficher ton dessin, je relance le carte postale challenge. Dès demain, ça va inonder les réseaux sociaux, puisque chaque semaine, vous pourrez gagner le dessin de la semaine de Shan, tout simplement en envoyant une petite carte postale au bureau information jeunesse de l'Orne, ici à Alençon, mais les coordonnées seront très bientôt sur les réseaux sociaux. Et outre la possibilité de passer l'émission avec nous en direct, d'interpeller les invités, de jouer à nos jeux, vous aurez la chance d'envoyer le dessin, de recevoir, pardon, le dessin de Shan. Et Shan, je te laisse la parole pour nous présenter ton dessin. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette semaine? Et bah justement, tu parlais de rentrée la dernière fois et encore aujourd'hui. Donc j'ai décidé de parler de la rentrée, tout bêtement. La rentrée universitaire, pour être plus précis, parce que c'est une rentrée qui s'annonce déjà super compliquée. Et parce que d'un côté, on a des élèves, enfin beaucoup de lycéens qui ont eu le bac, c'est-à-dire que grâce au Covid, le taux de réussite au bac est passé de 88 à 95% de lycéens diplômés. C'est énorme. Donc déjà, bravo à toutes les personnes qui l'ont eu cette année. Mais cette forte augmentation du taux de réussite au bac a augmenté du coup le nombre de personnes qui entrent dans les universités et dans les facs en licence. Ce qui fait que les facs déjà sont désarmées parce que c'est un problème qu'elles ont déjà vécu par le passé, le surnombre d'étudiants. Mais en plus, là, elles doivent réussir à gérer cet extrême surnombre d'étudiants avec, dans le contexte de la crise sanitaire et du Covid-19. Donc, les facs se retrouvent avec, voilà, d'un côté, sur les bras, énormément de nouveaux premières années, et de l'autre, l'application des gestes barrières et de la distanciation sociale à mettre en place. Donc, c'est
super compliqué. Et c'est là, du coup, où je me suis dit que l'université Univers Sardine, ce serait un peu rigolo. Parce que on est dans ce contexte où tout le monde est un peu serré, on sait pas, on cale un peu les étudiants là où on peut parce que c'est super compliqué. Et voilà. Et donc, ça donne le résultat qu'on voit s'afficher et que personne ne recevra. Du coup, ça va rester dans les archives. L'original va rester dans les archives de Shan ou de Pomalo, ton nom d'artiste. Et tout simplement, si la semaine prochaine, vous voulez récupérer le dessin ou avoir la chance d'avoir l'original du dessin, tout simplement, vous nous adressez une petite carte postale et on sera ravis de vous adresser le dessin, tout simplement, de Shan. Merci en tout cas, Shan. Est-ce qu'il y a un petit commentaire des chroniqueurs sur la rentrée qui s'annonce forcément compliqué? On ne sait pas trop si ce sera en présentiel, en semi-présentiel, voilà, en fonction de l'évolution aussi sanitaire, ça risque de changer un petit peu la donne. Non, je propose qu'on n'en parle pas pour l'instant. On parle des vacances. Ah, on parle des vacances, d'accord. Mamadi, tu voulais parler des vacances aussi? Non, juste qu'il va falloir pousser les murs et prévoir des sièges en plus, ce qui n'y aura pas, effectivement. Il va falloir pousser les murs et ça va être compliqué. Ou alors, on va avoir recours un peu plus encore à la visio, peut-être aussi. Parce que... Il y a un dialogue déjà qui est en place entre le ministère et les universités pour déjà avoir plus de budget. On verra comment ça va évoluer, si ça va permettre déjà de mettre en place plus de choses peut-être. Et donc, juste pour surfer sur l'actualité, quand même, un petit rappel qu'hier, l'annonce a été faite que pour les élèves boursiers, quand même, le repas serait 1 € dans les Crous pour les étudiants à la rentrée. Voilà, c'était la petite info. Je ne sais pas si c'est le bon plan, mais c'était un petit peu l'info d'actu, en tout cas, pour la rentrée. Annoncé que pour les élèves boursiers dans les universités, le repas sera 1 € au lieu des 3,20 € ou 30 € que coûtait un menu au Crous. Merci beaucoup, Shan. Et puis à la semaine prochaine. Moi, je vais vous proposer de jouer pendant que le jingle va arriver normalement. Et après, je vais vous proposer de jouer, tout simplement. Ah, pardon. Oh là 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 là. Grosse erreur. Je ferai... j'étais pressé de jouer. Leïla, c'est pas grave, tu feras ta chronique après mon jeu. Tant pis. Je me fais un conducteur et je le respecte pas. C'est la première. Et du coup, c'est les vacances apprenantes. Et moi, j'avais envie de parler un peu d'histoire aujourd'hui avec vous. Et d'histoire politique. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on avait changé de gouvernement ces derniers jours. Et moi, il y a une chose qui me fait sourire, qui me fait marrer à chaque fois, c'est le nom des ministères. Parce que parfois, il y a des ministères, on ne sait absolument pas à quoi ça peut correspondre. Et du coup, j'ai fait un rêve. Je vous le dis, j'ai fait un rêve. Je me suis rêvé Premier ministre. Voilà. Et du coup, ce soir, je vais vous annoncer la composition de mon gouvernement. Enfin, pas des ministres, juste des ministères. Si vous voulez, en commentaire, vous pouvez proposer des noms de ministres en commentaire. Mais moi, ce que je vais vous demander par rapport à mes ministères, c'est de savoir s'ils ont réellement existé en France ou s'ils sortent de mon imagination. Et vous allez voir, parfois, l'imagination peut dépasser la réalité et vice-versa. Et donc, dans mon gouvernement, j'ai toujours rêvé de faire ça, en fait, j'ai un ministère de l'hygiène. Voilà, et pour lequel j'hésite quand même à proposer, je vous le dis, un secrétariat d'État aux gestes barrières. À votre avis, est-ce que le ministère de l'hygiène est un ministère réel ou est-ce que je viens de l'inventer? Alors, vous pouvez ouvrir vos micros parce que sinon, on ne va pas vous entendre. Il faut que vous participiez. Oh, pardon, on n'avait pas compris qu'on avait le droit de jouer. Ah, mais si, c'est vous qui jouez. C'est une pure invention. Non, moi je dirais oui, que l'hygiène, oui, existe. Les gestes Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Ok, ouais, moi aussi. Non, moi je pense pas. Aussi. Tu penses pas, Mamadi? Je pense que c'est une pure invention. Eh bien, ce n'est pas une pure invention. Autant le secrétariat d'État aux gestes barrières, je l'ai inventé. Bon.
Autant le ministère de l'Hygiène existe, il a été fondé en 1920. Ça fait suite un peu d'ailleurs à une période similaire puisque c'était la grippe espagnole. Son nom complet, en fait, c'était ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociale. C'est un peu un ministère fourre-tout a priori qui gérait les déchets, qui gérait tout, mais c'est un peu quand même l'ancêtre aussi du ministère, tout simplement, de la santé et des affaires sociales. Le deuxième ministère de mon gouvernement, c'est le ministère du redressement législatif. Non, Ça a l'air vrai. ça Ça a sonne l'air bien, mais trop j'y crois vrai pas. pour être vrai. Ça a l'air trop bien pour être vrai. Ça Non, sonne ça sonne trop vrai. Ça semble trop vrai pour être vrai. Ouais. Elle Et a donc, raison. ça serait faux. Si ça semble trop vrai pour être vrai, ce serait faux. Eh bien, c'est faux. Pourtant, je l'avais imaginé pour relancer la participation à la vie législative. Mais non, effectivement, il n'existe pas. Il y a quand même eu un ministère du redressement productif pendant un temps. Autre ministère, troisième ministère, le ministère du temps libre. Alors, il y en a qui font comme ça et comme ça. Alors, en fait, comme ça, je sais pas. Ça veut dire je sais pas, ça veut dire oui, J'y mais crois non. pas. Enfin, voilà, il va falloir nous expliquer. Je sais que de mémoire, ça avait été un projet, ce ministère. Je crois même que ça existait d'ailleurs. Il existe. Aujourd'hui, non, mais il a existé. Alors, ceux qu'on fait comme ça, c'est non ou c'est oui? Maintenant que Mamadi a parlé, il vous a mis le doute. Non. Eh bien, oui, c'est un vrai ministère qui a existé en 1981, de 80 à 84, en fait. Et le ministre en question, c'était André Henry. Et Et on il fait s'occupait quoi? du temps libre des Français. C'était un peu les vacances. Et en fait, une des inventions marquantes de ce ministère, c'est les chèques vacances, tout simplement. Voilà, donc c'est. Et effectivement, il y a eu un projet pendant quelques temps, il y a quelques gouvernements, je crois, de remettre en place ce ministère du temps libre. C'est très poétique quand même, un ministère du temps libre. Et mon dernier ministère, c'est le ministère du bonheur. Chez les bisounours, peut-être. Chez les bisounours. Non, attention, on a un jingle blague de vieux, Cécile. Les bisounours, ça me. Pardon. C'est limite. Donc, le T'as de la vérité. chance qu'en régie, c'est un peu capricieux ce soir et qu'on va pas trop faire de tests. Mais la semaine prochaine, on sévira avec le jingle, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas un gouvernement. Je n'aurai pas un gouvernement de bisounours. Donc, le ministère du bonheur. Rosen, non, tu crois pas à mon Non, je ministère du pense bonheur? pas, mais j'aimerais bien, mais je pense pas. Eh bien non, effectivement, en France, ça n'existe pas. Par contre, il faut quand même savoir qu'aux Émirats arabes unis, il y a un ministère du bonheur, par exemple. En Nouvelle-Zélande, on a présenté aussi un budget qui est basé sur le bien-être des gens et qui s'apparenterait un peu à un ministère du bonheur. Et au Bhoutan, on ne parle pas forcément de produit national brut, mais on parle de bonheur national brut dans la Constitution. Voilà. Donc voilà, c'était mes ministères. Si vous aviez envie de mettre des ministres sur mes ministères, eh ben, n'hésitez pas en commentaire. Oui, Cécile, Je peux me mettre sur le temps libre. Ça tu veux m'intéresse te beaucoup. mettre sur le temps libre. Le Et ministère quand est-ce que tu vas écrire tes chroniques pour Tolkiji? Oui, c'est vrai. Après. D'accord, ça marche. Ok. Eh bien, Leïla, après le petit jingle, ça va être à toi cette fois. Et donc, Salut à tous. Leïla est dans le terre-terre pour gérer tes galères. Merci, je sais, je fais des rimes. Alors, les friends, comme ça, on kiffe la vibe, le sun, le beach, mais on ne paie pas ses amendes. Bah, t'inquiète, on est là pour en parler maintenant. Donc, un peu de sérieux, tu as des amendes, autrement dit, des contraventions accumulées et tu ne sais pas comment faire ou peut-être tu esquives ta boîte aux lettres. Alors, premièrement, Zen, tu n'es pas le seul à faire ça, mais deuxièmement, ce n'est pas une raison. Voilà, et même si tu aimes l'adrénaline, je t'explique donc comment remédier à tout ça. Donc, first step, paye tes amendes le plus vite possible. Au-delà d'un certain délai, en fait, voilà, le montant de ton amende va grimper et peut-être même te faire ramener les huissiers à la baraque. Ça, c'était pour le petit côté chanson. Et puis on fête les 2 ans. Comment? Ça fait 2 ans. Ouais. Champion du monde, 2 étoiles. Ouais, tout à fait. En plus, on est dans la bonne période là. Pile poil. Donc,
Pour revenir sur cette fameuse histoire de contraventions accumulées, donc d'un simple clic, voilà, il faut savoir que tu peux régler tes amendes en ligne sur le site antai.gouv. Donc non, je n'ai pas cité le nom d'un resto Thaï, je vais donc l'épeler antai.gouv, donc ce qui veut dire l'Agence nationale des traitements automatisés des infractions. Donc, si tu ne le sais pas, une amende forfaitaire réglée sous 15 jours, 3 jours si remise en main propre, voit son montant minoré. Donc, c'est-à-dire, voilà, donc il est moindre. Réglé entre 16 et 45 jours après réception, son montant passe à normal. Et passé 45 jours, le montant de l'amende est majoré. Un délai supplémentaire de 15 jours peut être accordé s'il s'agit d'une infraction constatée par radar automatique et si tu payes par téléprocédure. Donc, sur notre ami antai.gouv. Donc, par contre, si tu te crois malin et que tu n'en fais qu'à ta tête en continuant d'esquiver en mode « j'ai rien vu, j'ai rien entendu », sache que le Trésor public engagera une procédure contentieuse contre toi, donc saisie sur salaire ou compte bancaire, huissier de justice, etc. Et là, tu seras vraiment dans la galère. Et ouais, mais du coup, tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Voilà, après, je ne te jette pas la pierre. Tu es peut-être dans une situation où toutes ces contraventions te tombent sur la tête du jour au lendemain, trop tard, et donc du coup déjà majorées. Voilà, donc sache que si tu estimes ne pas être en tort ou autre, il t'est possible de faire une demande de contestation. Donc toujours sur ce fameux site, blablabla. Voilà, mais attention, n'essaie pas de te servir de cette procédure pour gruger, car non, tu n'es pas plus malin que moi. Et en effet, après cette demande de contestation, voilà, c'est pas magique. Tu devras justifier auprès d'un commissariat de police ta demande face à un agent. Par la suite, ta demande sera étudiée, validée comme recevable ou non. Et sérieux, moi, je te dis de croiser les doigts pour que ton dossier béton soit recevable, car il est possible sinon que l'amende soit davantage majorée. En gros, c'est qui tout double avec la demande de contestation. Et si, comme moi, tu es à pattes ou en BM double pied et que du coup, tu prends parfois le train, le métro ou autre transport en commun, mais vas-y aussi, la SNCF, c'est trop cher et que donc tu fais le mariole à frauder, eh ben bim, amende aussi, hein, bien sûr. Donc là encore, les petites choses à savoir pour régler tes amendes. Voilà, mieux vaut ne pas traîner pour les régler, encore une fois. Passer 2 mois après avoir chopé cette fameuse amende, le Trésor public engagera là aussi une procédure contentieuse contre toi. Donc, repeat, saisie sur salaire, saisie sur les comptes bancaires, huissier de justice, etc. Donc, mais peut-être que tu n'as pas de thunes aussi, que les thunes se font rares chez toi, ou surtout que tu les gaspilles trop vite en mojito, mais sache qu'en cas de difficulté financière, tu peux toujours demander au Trésor public de payer de manière échelonnée. Donc, en gros, il vaut mieux éviter la vieille technique de « I'm dead »,« je suis mort », etc. et faire signe. Tu auras tout le temps de trouver un arrangement sans esquiver, plutôt que de reculer pour mieux couler. Merci. Voilà. Leïla. Et moi, je connais des chroniqueurs qui esquivent pas leur boîte aux lettres en ce moment dans l'attente de matériel. C'est clair. Comment? Sur ma cam, par exemple. Ouais, j'ai même reçu des photos de boîtes aux lettres vides, c'est pour ça. Par contre, ils payent leur contravention. Merci, Leïla, pour cette aide sur nos galères. Et puis, je suis un peu perdu dans mon conducteur, mais on va faire monter un petit peu la température puisqu'on va passer à la chronique Q comme sexualité avec Rosen. Oui. Ah. Alors, attends, ça... Eh bien, en fait, c'était le générique de la chronique geek, mais c'est de ma faute. Mais on va quand même faire la chronique Q comme sexualité maintenant. Cécile, on te fait patienter. De toute façon, les amateurs de jeux vidéo, ils attendent forcément The Last of Us 2. Alors, vas-y, Rosette, à toi. Eh bien oui, bonsoir. Alors du coup, moi, vu que c'est l'été, que les personnes se dénudent un petit peu, et ben moi, j'ai décidé de vous parler de la pilosité, donc les poils. Parce que on parle, il y en a, c'est leur critère de séduction aussi, hein, de savoir
un petit peu si on aime ou si on n'aime pas, ça dépend de chacun aussi. Donc, alors, quelques chiffres que je vais vous donner. Il y a 86% des hommes qui estiment qu'une femme doit s'épiler pour être séduisante et 46% des femmes qui estiment que les hommes doivent être épilés pour être séduisants. Donc ça, après, ça, chacun fait bien comme il veut, j'ai envie de dire. Hein. Ça, c'était simplement des petits chiffres, ça, pour le plaisir. Et la tendance donc des moins de 25 ans, c'est d'être imberbe. Alors bon, c'est-à-dire pas de poils. Bon là, alors ça va être une femme sur deux hein, qui pratique l'épilation intégrale. Et puis chez les hommes, eh bien 82% d'entre eux seraient prêts carrément à s'épiler également intégralement. Alors ils sont prêts, mais ils ne le font pas. Exactement. Voilà. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, bien sûr. Attention. Mais il y en a, si on leur propose, ils le font aussi. Ils sont pas. Ça, c'est des. Ils le font, ou si on leur fait, ils ne sont pas contre. Ouais, oui, ils ne sont pas cons, voilà, ils font leur petit truc. Mais il y en a de plus en plus quand même, effectivement, à s'épiler. Hein. Donc là, on est sur la tranche des 25 ans. Et alors, est-ce que vous connaissez la génération in-between? Alors moi, je connaissais pas. In-between. Alors moi, je connais une marque de vélo, mais ça ne doit pas être ça. C'est pas ça du tout. J'échappe au jingle. In-between, c'est clair. In-between, en fait, c'est les trentenaires et les quadras, en fait, qui, eux, ont décidé de garder leur toison. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une catégorie d'âge, effectivement. Donc, alors, les femmes, elles ont tendance à s'épiler juste les dessous de bras, les aisselles et la moitié des jambes. Et puis, les hommes, eux, en fait, c'est une petite taille rapide pour rafraîchir tout ça. Voilà. Donc, c'est cette tranche d'âge-là. Et puis, sinon, eh bien, une femme sur deux a déjà refusé de passer à l'acte sexuel parce qu'elle ne s'était pas épilé le maillot. Donc, c'est bien dommage de se priver de certaines choses sous prétexte que l'on a des poils. Voilà, donc, et puis 81%, alors je regardais mes petites notes, 81% des femmes de 35 ans trouvent les hommes à barbe sexy. Voilà. Alors, ce sont des petits chiffres, c'est des études qui ont été faites sur plus de 2000 femmes, parce que là, ça a été proposé aux femmes sur ce questionnaire. Mais bon, après, pendant tout l'été, on aura d'autres informations à vous donner sur le sujet et bien d'autres, bien entendu. Donc, voilà l'histoire un peu en ce moment du poil et la tendance. Et donc, avec Mamadi, on se dit qu'il va falloir qu'on se laisse pousser la barbe, du coup, pendant l'été. Après, voilà, tous les goûts sont dans la nature, attention. Hein. C'était peut-être ça le plus important, que tous les goûts sont dans la nature, poil, pas poil. Voilà. Et petite question subsidiaire, est-ce que vous connaissez ce qu'est un trichophile? Un trichophile. Ah non. Une personne qui a un long cou? Non. Et attention, je me lance sans filet là. C'est quelqu'un qui est très attiré par les poils. Oh, la trichophilie. Et comment tu fais ça, toi, en fait? Tout simplement parce qu'on a un jeu, et comme dans plein de structures information jeunesse, autour de l'éducation et la sexualité, et que dans une des questions de ce jeu qui s'appelle Débat en débat, mais dans le Code d'Armor, ils ont aussi Câlin Malin qu'ils animent, eh bien, on a cette question justement autour du poil. D'accord. Et là, je m'en suis sorti brillamment. Ah, mais grave. C'est formidable. C'est formidable. Mais ça, tu vois, je vais la noter là. Vérifie quand même, il faut toujours vérifier les informations, mais je pense que c'est trichophilie, mais je ne vais pas vous l'épeler. Là, je chercherai, je te dirai ça. Je me redis la semaine prochaine, si je me suis trompé, je ferai mes plates excuses en début d'émission. C'est clair. Et cette fois, je ne vais pas me tromper, il reste 2 rubriques, donc c'est
pas la rubrique lors du show tout de suite. Ça va être la chronique de notre geekette du jour. Cécile, c'est à toi juste après le jingle. Et tu vas nous parler de jeux vidéo. Et oui, de jeux vidéo, le jeu vidéo du moment, The Last of Us 2. Alors déjà, il faut que je vous dise, hein, on est juste entre nous là, donc je peux vous le dire, c'est pas la forme. Hein. C'est pas la forme, même si je souris et tout. Je vais finir The Last of Us 2, donc ce soir ou demain. J'étais à 2 doigts de le finir hier soir, mais je me suis dit, non, non, tu vas être une loque à la fin. Pour ta chronique, ça va pas le faire. Donc, il faut dormir pour être en forme. Voilà, il faut dormir pour être en forme. Pourquoi je vais être une loque? Parce que finir ce jeu, franchement, c'est comme finir votre série préférée ou arriver à la fin du bouquin que vous adorez, voilà, ce genre de choses. Non, les gars, j'étais pas prête de toute façon, hein, forcément. J'ai passé tout le confinement avec Animal Crossing à cultiver des navets, donc forcément, le choc culturel, il était évidemment important. Hein. Et merci d'ailleurs d'avoir repoussé la sortie de The Last of Us, parce que ce serait sorti pendant le confinement, on n'aurait pas tenu. Hein. Non, j'étais pas prête parce que c'est vrai, on le dit beaucoup sur ce jeu, mais c'est vrai, c'est extrêmement violent. Il faut le dire, le fameux Peggy 18 qui est là-dessus, là, c'est pas juste pour faire joli. Il est violent, mais il faut dire aussi que c'est une violence assez légitime. Elle n'est pas gratuite, c'est-à-dire qu'elle s'intègre complètement dans le contexte du jeu et que The Last of Us, le premier comme le second, surtout ce second, c'est surtout un jeu où on se prend un univers d'une incroyable beauté en pleine figure, vraiment une poésie, moi, que j'ai rarement vue dans un jeu vidéo. J'en étais dans le premier, en tout cas, j'en étais à chialer en voyant une girafe. Vous voyez un petit peu le contexte. Donc, voilà, ça nous touche vraiment au plus profond. Et ce qui est assez incroyable, c'est la narration. Comme je le disais, on est vraiment au niveau d'une série télé ou d'un film. Je ne vais pas vous spoiler non plus parce que c'est hyper important. Là aussi, comme une série, il ne faut vraiment rien dire. Mais en gros, c'est 2 perspectives d'une même histoire dans le présent avec des flashbacks du passé. On a 2 héroïnes qui ont un but commun et ce but commun, c'est la vengeance de l'une envers l'autre. Hein. Et elles ne vont pas arrêter de se tourner autour pour se venger justement. Et avec cette spirale de violence et de haine qui va toujours les pousser un petit peu plus loin, d'ailleurs une plus que l'autre. Et du coup, ça remet aussi vachement en perspective la notion même de méchant et de gentil. Parce qu'on sait que depuis, on en a beaucoup des récits post-apocalyptiques, que ce soit Walking Dead ou autre, et on sait maintenant, depuis le temps, que le problème dans ces histoires, ce n'est pas les zombies, ce n'est pas les morts-vivants, ce sont les vivants, justement. C'est eux le vrai danger, parce qu'ils sont prêts à tout pour survivre et ou à se prendre le pouvoir. Enfin, c'est toujours des luttes de pouvoir. Au-delà de ça, je pense que c'est un jeu qui va faire beaucoup, beaucoup de bien à l'industrie du jeu vidéo, qui en a bien besoin en ce moment, surtout avec l'histoire autour d'Ubisoft en France, c'est assez glauque, parce que ce jeu, il est vraiment inclusif, mais dans tous les sens du terme. C'est vraiment le jeu de la diversité. Alors tout à l'heure, Mamadi, tu parlais d'un film aussi qui parle de diversité, et là, c'est pareil, mais plus en matière de genre et de sexualité. On en a aussi beaucoup parlé autour de The Last of Us, parce qu'on a 2 héroïnes très badass. Donc déjà, avoir 2 femmes à la tête d'un jeu vidéo, c'est hyper rare, hein, il me semble, de mémoire de joueuse. Lara Croft. Lara Croft, mais bon, elle est toute seule, quoi. Elles sont pas 2. Et donc, l'une, c'est Ellie, hein, qu'on connaît depuis, on l'a connue petite, en fait, enfin, gamine, dans le premier jeu. Et puis là, maintenant, elle est adulte. Ellie qui est gay. L'autre, elle s'appelle Abby. C'est un tout nouveau personnage. Elle est complètement hétéro. Et elle provoque en nous des questions. C'est très intéressant parce que elle a les développeurs l'ont voulu justement très développée au niveau de la musculature. C'est une armoire à glace en fait. À côté justement, Lara Croft, elle peut aller se rhabiller. Et du coup, elle ne correspond pas du tout au canon de beauté habituel des jeux vidéo, que ce soit Tomb Raider, que ce soit Mass Effect, enfin voilà. Et pareil, on a au cours du jeu, il a même une importance assez incroyable, un jeune garçon qui est transgenre et qui est rejeté par sa communauté. Donc en fait, voilà, il y a tout ce propos-là qui est jamais lourdingue, parce que justement, la poésie du jeu va toujours prendre le dessus. Puis évidemment, il y a tout qui suit, forcément, c'est vraiment haut niveau, il y a la musique, il y a les bruits d'ambiance, il y a la cinématique, les cinématiques, tout ce qui est texture, c'est hallucinant, l'eau,
le vent, dingue. Et puis, il y a un truc, c'est la peur et l'angoisse. Hein. Ça, forcément, c'est la base. Mais en gros, je vous le dis direct, il ne faut pas être cardiaque pour jouer à The Last of Us. Il faut aussi un petit peu éviter de jouer de nuit, hein, parce que ce n'est pas évident. Enfin, ce qui est bien, c'est que ça nous prépare. Hein, parce que vu l'année 2020 qu'on a, jusque-là, hein, on n'est pas à l'abri d'une apocalypse zombie, moi, je vous dis. Donc, moi, je sais déjà que quand cette véritable invasion arrivera, je serai la première à mourir. Je préfère vous le dire déjà. Non, parce que moi, je ne cours pas, hein, je ne me bats pas, je me roule en boule et je pleure. Voilà. Donc, au moins, je sais. Comme ça, c'est déjà fait. Mais plus sérieusement et pour terminer, on parle beaucoup du genre, on parle beaucoup de la violence, voilà, on retient toujours ça. Mais quand vous plongez dans le jeu, ce qu'ils ne voyaient pas forcément dans les bandes annonces qu'on a vues, en vérité, The Last of Us 2, c'est 2 grandes histoires d'amour, déjà, et puis des liens filiaux incroyables entre des pères et leurs filles, que ce soit des pères biologiques ou des pères de substitution, des filles de substitution. Et c'est vrai qu'au final, c'est ça qui va créer cette revanche, cette vengeance. Voilà, c'est le dernier gros jeu de la PS4 avant l'arrivée de la PS5. Alors, votre console, elle va faire un bruit de locomotive, impossible de jouer si on n'a pas un casque, parce qu'on n'entend rien, donc c'est terrible. Mais si ce n'est pas déjà fait, et à mon avis, ça m'étonnerait, franchement, allez-y, foncez. C'est vraiment une expérience de joueur. Et prenez le temps de déguster cette petite beauté, parce que c'est vrai que ça se joue en 30 heures à peu près. Mais voilà, allez-y par petites touches. Moi, ça fait 1 mois que j'y suis. Et voilà, je vous dis, je vais finir là. Et je ne sais pas si vous me verrez la semaine prochaine, parce que je ne sais pas si je vais m'en relever, quoi. Mais voilà, super beau et je conseille. Merci, Cécile. Un petit rappel, Peggy 18, forcément, quand même, c'est important pour ceux qui nous écoutent. Il faudra quand même que tu nous expliques ce qui s'est passé pour passer d'Animal Crossing à The Last of Us 2. Non, il y a eu un truc après le confinement, quand on t'a déconfiné, tu as dû avoir après. Non, c'est Animal Crossing. Tu as quand même un excès de. Enfin, mais voilà. Non, c'est Animal Crossing qui était l'intrus. Voilà. Hein, on a bien compris, sauf si tu te roules en boule, sauf en cas d'invasion zombie. Bon, normalement, c'est pas prévu pour la semaine prochaine. Donc, tu sais pas. Hein. Tu sais pas. Regarde, 2020 est écrit par Stephen King et réalisé par Quentin Tarantino. Donc, on est à l'abri de rien, moi, je vous le dis. Et on n'a fait que la moitié de l'année. Un peu plus. Et donc, on va terminer en chanson avec l'heure du show, après un petit générique. Et on a le grand plaisir d'accueillir de nouveau Azurite. Azurite, alors enfin, il y a une histoire entre toi et Tolkien, du coup. Tu étais là pendant le confinement. On t'avait reçu. Tu préparais la sortie d'un EP après le confinement. Et on trouvait ça super de faire le lien entre notre Talkiji version confinée et le nouveau Talk. Prendre de tes nouvelles. Alors, on espère que tu n'as pas eu un excès de violence comme Cécile à la sortie du confinement, que tu ne sois pas mis, je ne sais pas, à la musique métal, par exemple, un grand changement musical d'un coup. Voilà, merci d'être là. Qu'est-ce que ça te dit merci pour toi depuis la sortie du confinement? L'EP est sorti le 20 juin, si mes infos sont bonnes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il s'appelle Anger. Ouais, Anger. Ouais, voilà. Bah, du coup, colère, hein, voilà. Sortie confinement en colère. Voilà. Sortie, c'était en aucun lien. Le monde d'après. Ah, on en a tellement parlé. Et donc, tu l'as présenté déjà un petit peu, ton EP, parce que c'est vrai que sortir un album alors qu'on n'a pas de salle de spectacle, c'est compliqué de se produire. Comment ça se passe pour toi en ce moment? Ouais, c'était pas évident parce que tout s'est fait vraiment à la dernière minute, du coup. Même là, en fait, voilà, il y a des choses qui sont prévues, mais on sait jamais, en fait, ce qui va se passer demain, quoi. Mais du coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire un petit showcase dans une boutique, justement, qui s'appelle Au cœur des artistes, au Mans.
donc qui est vraiment centré sur tout ce qui est artistes locaux, tout ce qui est, enfin, que ce soit dans n'importe quel milieu en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça super sympa qu'on m'ait invité pour faire ce petit showcase. C'était en extérieur, les gens étaient en terrasse, on était bien posés. C'était top. Et là, du coup, on va continuer. On a une petite dizaine de concerts de prévus là pour cet été, donc en lieu extérieur Alors, j'ai quelques majoritairement. dates sous les yeux, moi. Hop, j'ai quelques dates sous les yeux. J'ai le 19 juillet, c'est ce week-end, hein, à Saint-Brévin-les-Pins. Il y a à Rochefort le 11 août, à Soulac en Gironde le 15 août, et puis tu es de retour à la maison le 18 août au Mans, c'est ça, Ouais. hein? Oui. Euh, Exact. il y a d'autres dates, et ça, on les oui. retrouve sur tes réseaux sociaux qu'on a affichés de toute façon. Et puis, pour clore ce premier Talkiji, on va t'écouter, peut-être? Bah Mieux oui, que des mots, vaut mieux des chansons, en fait. oui, je suis d'accord. Ouais, toi aussi. Nous aussi, on est hyper d'accord pour une ou deux chansons, en fait. Ok, et du coup, je vous propose de vous faire justement la chanson Anger, qui a donné titre à l'EP. Ok, on t'écoute. No one's helping, nothing's helping. I have nothing left to say. This one makes me angry. This one makes me angry. I don't want to fit in. I don't have to fit in if I don't want to. Sure, they always see what I've been through. No, they have no idea what I've been through. Music keeps me alive. At the same time it digs my grave. Music keeps me alive. At the same time it digs my grave. Music keeps me. Music keeps me. Music keeps me alive. Music keeps me alive. At the same time it digs my grave. Music keeps me alive. At the same time it digs my grave. Music keeps me. Music keeps me. Music keeps me alive. You come home tonight after work. Someone's already here to bother you. Yes, someone is ready to bother you. Take it as a confession. Take it as a confession. I don't want to be inside. I don't want to be outside. I just wanna disappear. What if I was the picture? Music keeps me alive. The same time it digs my grave. Music keeps me alive. The same time it digs my grave. Music keeps me. Music keeps me. Music keeps me alive. No one needs another artist in a family. Tell me what's good, what's bad, who can judge your work? Tell me what's good, what's bad, who can judge what you work? Please just take me with you. This one makes me angry. This one makes me angry. Music keeps me alive. At the same time it digs my grave. Music keeps me alive. At the same time it digs my grave. Music keeps me. Music keeps me. Music keeps me alive.
Merci. Merci, Azurite. Euh, Est-ce qu'on peut abuser en reprenant un petit morceau ou pas?